Celle de la vie cachée en Amérique. 45. Un jour, fatigué d'une nuit que nous avions passée à boire, je l'ai prise en traître. Elle n'a pas compris. Ma question était mal posée. Pourrais-tu vivre sans écrire? Elle. S'il existe une réponse, il est clair que tu la connais mieux que moi. Sinon, tu ne me la poserais pas. On n'apprend pas à écrire quand on est comme moi, né dans l'Alabama, et que je me mêle de ce qui me regarde. Moi, de mauvaise foi, et qu'est-ce qui te regarde? Elle. Crois-tu qu'on m'aurait permis d'oublier la couleur de ma peau, alors que tout ce dont je voudrais parler en ce moment, c'est d'une mare sur lit d'argile au soleil. Les derniers poissons agonisent dans les flaques. Les insectes pompent la boue jusqu'à la dernière goutte. L'argile, en durcissant, se contracte et se dresse légèrement au bord des plaques. Nous nous sommes quittés au bout de quelques mois. Elle est devenue célèbre. Quand je l'ai revue des années plus tard, je n'ai pas eu le cœur de lui demander des nouvelles de la mare. Et puis, j'étais frappé du même mal. Avant de disparaître dans Canal Street, elle m'a dit droit dans les yeux, « L'iconoclastie n'était pas pour moi. J'ai choisi mes combats selon mes capacités. » 55. Je rencontrais dans un bar des amis que la volonté de réussir rassemblait. Et plus que jamais soucieux d'échouer, je brillais avec eux. Cela me mettait du rouge aux joues, surtout après 2 verres de vin. Dès qu'on abordait la question de la poésie, nous sautions comme des bouchons. Il faudrait beaucoup de points d'exclamation pour souligner nos convictions et la mauvaise foi. Je mentirais en citant du Ben, du Precht ou du Beckett. Alors s'élevait la voix de celle qui s'était tue et qui pensait que la poésie sauve. Dans l'étuve du bar en hiver, elle m'apparaît aujourd'hui sous les traits de l'éternité. Un visage ciselé, une voix douce, des ongles peints de toutes les couleurs. Ses ancêtres, embarqués de force sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, lui parlaient en rêve. Elle en faisait des divagations poétiques qui réparaient. Parce qu'elle était si belle, même si mes convictions ne valaient pas cher, elle prenait toujours le dessus. « 89. Il est du devoir des poètes d'embellir le monde, lance-t-elle avec assurance. Et je sais à qui elle s'adresse. Je lui réponds que la poésie n'a pas pour vocation d'enlaidir le monde, mais parfois d'en proposer un autre, ou alors de poser la question de la vérité, ou alors de traquer les idées générales, ou plus généralement, de n'avoir ni devoir ni vocation. Les autres convives s'arrêtent de parler. C'est l'hiver. Et l'hiver, dans le Vermont, est la saison culturelle. Nous avons skié tout l'après-midi par les champs et par les bois. Et la fatigue, la chaleur, le vin m'engourdissent. Je n'ai pas du tout envie d'engager le fer au sujet de la poésie. Cet après-midi-là, à Ompapanoussouk, j'avais croisé une femme dont la beauté m'avait cloué sur place. Trop timide pour lui adresser la parole, j'étais retourné dans l'anonymat. Des années plus tard, je l'ai revue dans une réunion à New York. Elle a souri poliment. Bien entendu, elle ne se souvenait de rien, sauf de ce nom, Ompapanoussouk.
65. Elle me dit, au bout de 24 heures, les rêves ne laissent aucune trace et nous passons un tiers de notre vie au lit. Moi, voilà pourquoi il faut les écrire, afin qu'ils ne laissent aucune trace. Relis un rêve que tu as écrit. Au bout d'un an, il ne signifie plus rien, pas même celui que tu avais fait après la mort de ton père. Elle, et pourquoi devrait-on laisser des traces? Que reste-t-il de nos jours, sinon l'ennui de la semaine coupé par l'ennui du dimanche? Alors, le long d'Amsterdam, bras dessus, bras dessous, nous avons ri aux chiens des passants, et sur Broadway, nous avons offert au monde le visage de couples heureux comme dans les magazines. La nuit s'annonçait cosmique, inspirée. Nous avons pris le métro jusqu'à Canal Street, et là, tendrement, elle a posé sa tête sur mon épaule. J'ai posé ma tête sur ses genoux. Nous faisions notre entrée dans la forme absolue du bonheur. Mogenou Guir, Histoire vraie, 1974. Bepret om meus desket va rentelou. Bepret om meus gred va lavour skol. Desket om meus galet bras. A gred va fas kenta. Reuget en bet, dira gant notre mère, a gant notre personne. Va ranger om meus gred, a da half a gendarmet e respontan. Me cherour mat a tad mat, me ro va skoden da sécurité sociale. Pateu an amzer da voti e vot an mat, a koulskoude guden am eus, no deus ket fizians en an. J'ai toujours appris mes leçons, j'ai toujours fait mes devoirs, j'ai appris le français, j'ai fait ma première communion, je me suis marié à la mairie et à l'église, j'ai fait mon service militaire, je réponds aux convocations des gendarmes, je suis bon ouvrier et bon père, je cotise à la sécurité sociale, à chaque élection je vote bien, et pourtant, quelque chose ne va pas, on se méfie de moi. Wawambian, va mistri bemde, a walche va empen, lakataren va fen dit dan bek ar zaï. Dat isautra va bek ar re va mistri karet, skrabaren va empen gant ar boust kagne, dachet va divrech, rag an oadze de blishket an dourre dezan. Gant loch, ger et iskwezen dam zut va empen net. Buun zen da velout, on a mezeien a gaveule a hanan evit bezaket prop. A prop eo an olampeno irionde, a balabourda mécanikou automatique. Quand j'étais jeune, mes maîtres, chaque matin, me lavaient le cerveau. Je plaçais ma tête sous la bouche de la pompe, et mes maîtres aimés me débarbouillaient le visage,
Il me grattait le cerveau à la brosse à chien-dent. On me tenait par les bras parce qu'à cet âge-là, on n'aime pas la grande eau. À la maison, je montrais fièrement mon cerveau propre à mes parents. Je courais rendre visite à nos voisins, qui louaient ma propreté. Aujourd'hui, tous les cerveaux sont propres à cause des laveries automatiques.